mystique, on va te foutre des étoiles plein les yeux, le reste dans les cheveux. Fini le roleplay d'Inette et les polylènes. On envoie de la critique qui tâche un grand coup de pelle et sans moustache. De l'interview vérité qui s'engraille, on Paul Savon, du neurone qui mijote, de la punchline qui gigote, du scénario qui dépate. Bienvenue à la table des coups critiques. Le mec le plus long de la Terre, il est là, ça y est. Il est là, ça c'est là. Ah, le MJ, ça, quoi. Là, Je les ai tellement chauffés c'est sur là. Zoran, c'est un des meilleurs MJ et tout. Quoi. Mais Attends, carrément. il est où mon Mais scénario? tu rigoles ou quoi? Où sont mes lunettes? Tu vas nous faire une Jean Castex bientôt. Tu rigoles ou quoi? Là c'est bon, il faut que je te partage maintenant. Et oui, parce que j'ai éteint l'ordi du coup. J'ai tout redémarré parce que je comprenais pas d'où ça venait. J'ai changé le micro entre temps. J'ai fait 1 milliard de trucs. Je suis allé acheter un micro. Je t'ai mis un message. J'ai vu que tu es parti le fabriquer, le micro, gros. Je l'ai reçu par Amazon. Je suis revenu là te faire le micro. Voilà, ça y est, là c'est louche. Et là, je vais pouvoir mettre ça ici et te partager ça. Là, écoute, je suis devenu un pro là. Je vais partager mon écran. Et franchement, on a gagné au change. Hein. Ça valait le coup que tu te barres parce que là, le son est nickel. Hein. Ah ouais? Eh ben écoute, c'est parfait. T'entends la musique là? Ouais, vas-y, je suis chaud. Allez, attention. Ah, je te la refais. Alors, je te refais l'intro, je te fais tout, mais écoute-moi bien, Olivier Larue. Va falloir être brillant, d'accord? Tu réfléchis vite, tu réfléchis bien. Et si tu as l'idée de faire du roleplay, tu t'arrêtes, d'accord? Tu traces. On est bon? Là, on va faire du JDR. Attends. C'est parti. Vas-y. On va là. Du temps du roi. Tais-toi, je te dis. Du temps du roi Van Rock, dit le sans-tête, les terres du village de Sangrevigne étaient réputées pour le raisin noir de jet. Il était si unique qu'avec expérience et connaissance, le vigneron talentueux pouvait en extraire un vin au goût exceptionnel. Pour qui en avait les moyens? Il n'était pas de banquet digne de ce nom sans au moins une bouteille de sangrevin pour accompagner le repas. Le roi sans tête exigeait même que le prestigieux breuvage soit servi à ses convives avant d'entamer quelque négociation que ce soit. Mais ce que des générations de sangrevins mirent des décennies à bâtir fut emporté en moins d'une saison. Et j'ai l'impression que j'ai encore mon bug de son, non? Ça va. Ça va? Putain. Comme le micro est de meilleure qualité, j'ai l'impression que les baisses de volume sont... Je comprends pas d'où ça vient ces baisses de volume là. C'est ouf. Hein. Mais t'inquiète, c'est beaucoup moins marqué. Bon, là, okay. C'est audible. Mais la peste noire, venue d'Ondsézou, d'accord, emporta nombre d'âmes sur son passage avant de disparaître aussi brusquement que ce qu'elle était apparue. Si la richesse permet de satisfaire la plupart de ses désirs, elle ne protège en rien de la maladie. Et la lignée Van Rock fut la première à être emportée avant que ses ouailles ne connaissent le même sort. Mais on va s'intéresser à l'histoire aujourd'hui du jeune Pipin, d'accord, qui se destine à reprendre l'exploitation de son père. Mais aux grandes dames de ses parents, eh bien, le jeune Pipin préfère grimper aux arbres rêvassés plutôt que de s'atteler aux vendanges ou au pressoir. Et ce matin, le jeune Pipin est sur la place du village, car un crieur public est venu, à grand renfort de trompettes et de costumes bariolés, prendre la parole sur la place centrale. Il dit tout simplement que le roi Oscar Adémus Longley, qui est l'actuel roi des terres de Sangrevigne, fait une offre exceptionnelle aux vignerons. Ces derniers sont priés de présenter leur meilleur breuvage et un goûteur se présentera sur la place centrale dans 3 jours. 3 jours exactement à l'heure du coq. Et il désignera le meilleur vin. Celui qui l'aura présenté se verra octroyer le titre de maître vigneron. Et il sera propriétaire de ces terres et fournisseur exclusif de notre bon roi. Ce à quoi, évidemment, les vignerons de Sangrevigne, alors il y a plusieurs vignerons ici, sur la place, puisque c'est une terre où on travaille le vin, se sont tous regardés, circonspects, et évidemment, ont tous en tête de remporter ce titre exceptionnel. Mais ton père, t'as entendu ça? s'est montré... Hein? Papa, t'as entendu ça? Ben oui, et ton père s'est montré, lui, dépité parce que l'hiver dernier, la récolte a été très mauvaise, l'hiver a été rigoureux, et en plus, la pourriture grise dont a été victime l'exploitation, donc une pourriture grise, donne cette année un vin trop jeune. Voilà, et il se lamente que si seulement Brick, un de vos ancêtres, avait transmis ses secrets,
parce que c'est de ces secrets qu'était née la renommée du vin que pouvait produire à l'époque la lignée des Bringenborn. D'accord ? Mais ce secret est parti avec lui. Et non seulement le secret n'est plus là, mais en plus, cette peste, cet hiver rigoureux fait qu'aujourd'hui, les vignes sont de jeunes pousses qui ne peuvent pas donner un vin délicat. Et il se dit que malheureusement pour lui, eh bien, ce ne sera pas pour cette fois. Mais toi, a priori, tu n'entendais pas de cette oreille. Mais notre ancêtre Brick, il a peut-être laissé... un mot, une recette, un ingrédient secret. Ouais, vous êtes attablé avec ton père. Ta mère balance quelques miches de pain, vous sert une soupe de gruau. Et toi, alors que tu dévores cette soupe, tu t'emportes sur des solutions. Mais ton père, lui, reste, je dirais, placide. Mais enfin, il a emporté son secret avec lui. Du jour au lendemain, il a disparu, sans que l'on sache exactement pourquoi. Et ces secrets sont partis avec lui. Il aurait pu laisser, comme les vignerons le font dans le temps, et même encore aujourd'hui, un carnet contenant ses recettes, quelques notes. Penses-tu ? Rien de tout cela. Nous avons dû tout reprendre avec ton grand-père. Et moi-même, j'ai dû encore faire office pour essayer de retrouver le goût si spécial de notre cuvée de Bringenborn, qui remportait les faveurs du roi sans tête. Mais c'était cela il y a une centaine d'années. Ceci n'est plus pour nous, mon jeune enfant. Contentons-nous de faire un bon vin et cela suffira bien. Et il retourne à ses miches de pain. Je baisse un peu les épaules et je regarde mon gruau et je trempe un bout de pain dans mon gruau sans trop y croire. C'est alors que ton oncle fait son apparition. Oncle Bringenborn. Il a une grosse barbe grise, brune. Il est trapu, des petits yeux gris, rieur. Il travaille à la forge. Il fait essentiellement des outils. Et on vient le voir lorsque, tout simplement, on a cassé sa charrue ou que l'on souhaite réparer un instrument quelconque pour la cuisine ou bien encore pour labourer la terre. Dire qu'avant la peste noire, nos terres produisaient le meilleur vin du royaume. Le roi sans tête en était tellement fier, mon jeune ami, il te tape sur l'épaule et s'assoit à côté de toi. Il s'empare d'ailleurs de la dernière miche de pain qui est la tienne. Il en était tellement dingue qu'il remplissait ses caves pour être sûr de ne jamais en manquer. Aujourd'hui, qui nous achète notre vin ? Il regarde ton père qui fuit la discussion. Tout au plus quelques soulards, ou alors quelques voyageurs non avertis. Mais reconnaissons-le, notre vin est loin d'être le meilleur, n'est-ce pas, Aurel ? Aurel se lève et il s'en va dans les champs, fâché. Je récupère mon pain. Tu sais, je lui chip le pain qu'il vient de me récupérer. Il te saisit par les joues et te rit fort au visage. T'es content de toi ? Regarde dans quel état tu l'as mis. Ton père est insusceptible, ça a toujours été comme cela. Eh bien, que vas-tu faire aujourd'hui ? Encore rêvasser dans les arbres ou peut-être courir quelques belles demoiselles ? Non, moi je veux gagner ce concours, mais je sais pas comment faire. Gagner ce concours. Pour cela, il faudrait amener la meilleure bouteille. Et puis, tu sais bien, Mireille Sarda a, elle, un très bon vin et d'autres encore auront sûrement un meilleur vin que le tien. Ouais, mais si je ramenais une bouteille qui est dans les caves du roi. Une bouteille qui est dans les caves du roi. Voilà, mon bon. Quelle idée saugrenue. Il te faudrait traverser ce village, aller dans cette forêt réputée hantée qui a été envahie par la peste noire. Sais-tu quelle créature rôde dans ces lieux ? Et quand bien même, que ferais-tu ? Tu irais dans les caves de ce manoir abandonné en ruine au cœur de cette forêt pour aller chercher quelques bouteilles ? Exactement. Et peut-être même le secret qui se cache derrière. Tu vois qu'il soulève un sourcil dubitatif. Mais dans son œil, tu sens poindre une petite lumière, comme si sa voix avait envie de te dire non, mais son regard te disait « mais pourquoi pas ?» Je me lève, j'enfourne, j'essaie de manger vite la miche de pain pour pas qu'il ait le temps de me la piquer.
Ouais. Je bois mon gruau comme de la soupe en m'étouffant à moitié. Je pose tout ça sur la table et je file pour me préparer et faire mon sac. Je ne pourrai pas te couvrir bien longtemps, Pipin. Reviens vite avant que ta mère ne s'inquiète. Je vais récupérer que- le vieil arc de mon père. Très bien. Tu trouves La ce dague. vieil arc, effectivement. Oui, tu t'empares La de la dague dague. qui planque toujours dans sa table de chevet. Très bien. Je prends une pierre à feu, je prends 2 torches, quelques rations pour la route, des petites pointes de fer qu'on utilise pour sceller les tonneaux. Et j'attrape la corde et le grappin. J'enfourne tout ça en courant un peu de droite et de gauche. Et je pars en direction du manoir. Très bien. Tu pars en direction du manoir. Il est aux alentours de midi. Le soleil est encore bien présent, haut dans le ciel, mais pour autant l'air est un petit peu maussade et à la pluie. Nul ne s'aventure sur les terres du manoir, tu le sais bien. Ces forêts environnantes sont maintenant l'objet de, je dirais, nombre de rumeurs. On dit que depuis que la peste noire a envahi ces lieux, eh bien les forêts sont maudites. C'est d'ailleurs en ces lieux que la peste noire s'est manifestée pour la première fois. C'est peut-être pour cela que nombre de villageois craignent ces lieux et aucun chasseur ne s'y aventure. En tout cas, il est dit que chasser en ces bois est plus dangereux pour le chasseur que pour les proies qu'il a pris en chasse. Je me saisis de mon arc, j'encoche une flèche juste pour me rassurer alors que j'ai solidement attaché mon pactage sur mon dos. Et je vais plutôt essayer d'être furtif, de passer d'arbre en arbre, de faire le moins de bruit possible. Je veux passer dans cette forêt comme un courant d'air. Tu vois ton ami, ton collègue, je dirais de beuverie, qui te croise, et il te voit courir à toute allure. Bah, Pipin, où vas-tu? Mais enfin, Pars en mission. en mission. Mais nous devrions aller au lac. Et en plus, il y a quelques demoiselles qui peut-être viendront avec nous. Je leur ai promis qu'on pourrait partager une bonne piche de vin. Je ramènerai du meilleur. Tu peux venir avec moi ou tu peux aller perdre ton temps avec ces greluches. Venir avec toi, mais où? Au manoir. On va Le gagner le manoir. concours. Tu veux parler de ce vieux manoir hanté au-delà de la forêt? Ouais, ça n'existe pas les manoirs hantés, c'est des histoires de vieilles ça. N'y va pas, Pipin. Les chasseurs n'y vont pas. Ils savent ce qu'ils font. S'ils n'y vont pas, c'est qu'il ne faut pas y aller. Les chasseurs, c'est rien que des trouillards. Mais enfin, là-bas, il n'y a pas de vigne, Pipin. Que vas-tu y faire? Il y a les caves, et dans les caves, il y a du pinard. Et moi, je veux ramener ce pinard. Mais t'es malade. Non, comme ça, je vais gagner le concours. Malgré vos échanges, il est bien trop court pour te rejoindre. Et Gant restera ici avec ses cruches de vin à la main, les épaules tombantes, te regardant aller à l'orée du village. Tant pis, Gant, c'est moi qui me couvrirai de gloire. Et toi, bah voilà, tu seras là. Tu seras le pote du type glorieux. Alors que tu es déjà loin, il crie pour t'alerter une dernière fois. Ouais, mais moi au moins, je serai vivant. Et il balance un coup de pied dans un caillou. Et la tête baissée, il s'en va rejoindre le cœur du village. Je me dirige vers la forêt. Tu avances dans cette forêt, tu en connais bien les abords. Il t'est arrivé quelquefois d'y chasser ici du petit gibier. Mais cette fois-ci, tu vas aller bien plus loin que tu ne l'as jamais été. Et au fur et à mesure que tu progresses dans les bois, l'obscurité augmente. Les arbres semblent se tordre. Les racines manquent de te faire chuter et les bruits se font plus inquiétants. Lorsque tu lèves la tête, tu vois les branchages qui s'enchevêtrent les uns avec les autres de manière plus en plus densément, à tel point que la lumière peine à traverser en ces lieux. Je continue à avancer, mais toujours en prenant le soin d'essayer d'être discret. Très bien. Tu continues d'en avancer et aux abords de cette forêt, tu sais qu'il y a un endroit qui permet de rejoindre le manoir plus directement. Mais cet endroit impose que l'on traverse
la partie d'une rivière dont on dit qu'elle est tumultueuse, et voire même que certains pêcheurs qui ont pu s'y aventurer ne sont jamais revenus. Ou alors il y a peut-être un chemin plus sûr, une espèce de petit aqueduc de pierre qui surplombe ce pont. Il te permettrait de passer plus sûrement, mais tu perdrais peut-être une demi-journée ou davantage. Elle fait combien de large, la rivière ? La rivière est assez large, tu en distingues l'autre bordure à une 50aine de mètres. Et devant moi, il y a quoi ? Juste la rivière. Devant toi, il y a cette rivière, elle n'est pas spécialement tumultueuse, mais à cet endroit, on dit qu'il y a des lames de fond qui sont plus violentes que ne laisse présager la surface. Et puis, surtout, il y a nombre de récits qui entourent cette rivière, et on dit qu'il vaut mieux, que certains pêcheurs n'en sont pas revenus. Il vaut mieux pêcher du pont que depuis ces berges. Donc, est-ce qu'elle est entièrement recouverte d'arbres ? La rivière ? Oui, tu sais, tu m'as dit que vraiment la canopée était ultra entremêlée, serrée et tout. Oui, c'est le cas aussi au-dessus de la rivière ? Non, à cet endroit-là, effectivement, les branchages, le bois se fait moins présent, et tu as une berge qui ouvre sur une clairière à ciel ouvert, dont tu aperçois d'ailleurs que les nuages commencent à s'amonceler et une fine pluie ne devrait pas tarder à poindre le bout de son nez. Mais ensuite, la forêt reprend de sa densité, avec encore belle vivacité. Passer par là te permettrait de rejoindre effectivement très rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas, le manoir. Après, si tu ne veux pas risquer de te tremper, il existe un aqueduc, mais il faudrait remonter pour cela beaucoup plus haut. Et ma corde ne me permettra pas de passer, elle est trop courte. Je vais remonter en direction de l'aqueduc. D'accord. Je vais longer la berge. Ok, donc tu remontes en direction de l'aqueduc, et effectivement tu progresses à l'orée de ce bois, restant de manière assez prudente, surtout du côté éclairé. Sur ces berges-là, le bois est moins dense et beaucoup moins inquiétant. Tu finis par arriver à hauteur de l'aqueduc. Celui-ci est triste, solitaire et assez peu entretenu. Pour autant, il a souffert nombre de passages et a toujours tenu bon. Il est assez large, fait de pierre, même si par endroits il est un petit peu écroulé. Je vais passer le pas preste et léger. Je vais faire gaffe de passer vite et de pas trop m'attarder sur les pierres qui pourraient tomber. Ok. Donc tu passes le long de cet aqueduc et parviens de l'autre côté sans encombre. Apparemment, point de problème pour traverser cette rivière, loin de là. Tu as perdu un peu de temps et effectivement, maintenant le ciel est un petit peu plus bas. Tu es au milieu de l'après-midi lorsque tu arrives de l'autre côté. La forêt reprend de sa densité. Elle est même encore plus noire et dense, notamment à l'endroit que tu dois emprunter pour rejoindre directement le manoir. Je presse le pas. Je ressaisis mon arc avec une flèche toujours prête à être décochée et je presse le pas discrètement. Si tu veux traverser tout droit, l'enchevêtrement est tellement dense et important qu'il va te falloir tout simplement te faire ta place au milieu de la végétation. À moins que peut-être en remontant de droite ou de gauche, tu trouves un endroit plus praticable, mais ce sera moins direct. Ça m'avait l'air plus praticable en face de l'endroit où j'ai décidé de remonter la berge. Oui, là ça reprend de la densité. C'est comme si la forêt était encore plus dense à cet endroit-là. Je vais redescendre pour reprendre mon chemin comme si j'avais traversé au bon endroit. Tu redescends pour reprendre ton chemin, effectivement, essayer d'arriver à un endroit où la forêt se trouve être moins dense et plus praticable. Tu désespères de trouver cet endroit après avoir marché plusieurs heures lorsque tu arrives à un espace, cette fois-ci un petit peu plus dégagé. Là, la végétation est moins dense. Les arbres sont toujours racornis, tordus et ont des reliefs menaçants, des nœuds inquiétants. Mais en tout cas, tu peux progresser sans avoir à jouer du bras ou de la lame pour te faire un passage. Par contre, la luminosité commence un petit peu à diminuer
et tu te dis que le soir, dans cette forêt, tu n'y verras décidément rien du tout. Je vais me dépêcher. Tu te dépêches d'emprunter le chemin. Tu avances à travers cette forêt dense. Tu progresses. À un moment, il te semble être un petit peu perdu. Fais-moi un jet d'intelligence. Un des 20 ? Ouais, un des 20. Ça va être du... ça va être du 12 plus. Pourquoi il est pas parti ? Je sais pas pourquoi il est pas parti. Faudra que je règle ce Bah. problème de son. C'est pas bon du tout, ça. Parce que ça vient du PC, pas de l'ordi, tu vois, parce que ça oscille. Du PC, pas de l'ordi, c'est un concept. Du PC, fais un- je veux dire, pas du PC, pas du micro. Je fais un magnifique 7. Ah, magnifique 7. Ok. Donc, tu continues ta progression et à un moment donné, tu te sens perdu. Tu te retournes de droite et de gauche et il te semble voir ce même buisson menaçant. À gauche, pareil. Derrière toi, pareil. Comme si tu n'avais pas progressé. À un moment donné, tu t'enfonces encore davantage et les ronces te griffent au niveau des bras. La végétation se fait plus coupante, avec des pics acérés et des buissons plus denses encore. Tu ne sais plus d'où tu es venu, tu ne sais plus où tu vas, tu continues ton avancée malgré tout. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Tu commences à être griffé au niveau des épaules, au niveau des jambes, et la végétation est tellement dense que tu ne sais pas où te rendre. Ça me paraît envisageable d'escalader un arbre. Oui, Alors je vais mettre mon arc en bandoulière, ranger ma flèche et commencer Ouais. à escalader un arbre dans l'espoir de me repérer par rapport D'accord. Très bien. à la canopée. Effectivement, tu essayes d'identifier le tronc d'un arbre qui soit accessible pour te sortir de ce labyrinthe qui semble s'être refermé sur toi. Et tu parviens effectivement à mettre la main sur le tronc d'un arbre. Et ces ronces semblent te retenir. Elles s'accrochent au niveau de tes pieds, au niveau de tes genoux, au niveau de ta taille, au niveau de tes épaules, comme si elles voulaient t'empêcher de monter. Que décides-tu de faire ? Je m'entête. Je vais peut-être attacher ma corde autour de ma taille et simplement, avec le grappin, la bloquer sur une branche solide, vraiment à portée de main. Comme ça, si jamais je tombe en continuant à monter, au moins je serai attaché. D'accord, donc tu attaches en fait avec le grappin ta corde pour la fixer sur l'arbre et t'empêcher de redescendre au pied de l'arbre, c'est ça ? Si jamais je tombe, oui, c'est ça. Et Ok. à partir du moment où je suis à une quinzaine de mètres, pour éviter bien sûr que la corde ne serve à rien, et plaf. D'accord. Donc tu entames ton ascension, vas-y fais-moi un jet d'escalade, c'est relativement dur, le seuil va être à 15. Escalade, je l'ai. Donc ça veut dire que j'ai l'avantage sur ce jet, c'est ça ? Exactement, tu fais ton jet en fait d'agilité, enfin de dextérité, et puis tu vas pouvoir jeter 2 des 20 et garder les meilleurs résultats. Eh bien, cette fois, je fais 14 plus 3 de ma dextérité, 17. Parfait. Effectivement, tu parviens à t'extirper de ces ronces et alors que tu montes, tu jettes un regard et il te semble voir ces ronces grimper le long du tronc d'arbre. Cette fois-ci, tu en as la certitude, ces buissons sont tout sauf passifs. Ils essayent de t'attirer vers eux. Tu continues à monter. Une ronce s'agrippe à ta jambe telle la main griffue d'une créature venue des ténèbres. Elle te tire vers le bas. Mais tu es parvenu à te hisser grâce à ce superbe jet, en dehors de la portée de ces végétaux qui semblent se retirer comme un animal qui aurait raté sa proie. Tu es griffé au niveau de la jambe, tu as pris 2 points de blessure. C'est HP ? Ouais, tout simplement, ouais. Ah ouais ? Ouais. Ah oui, effectivement, 1h30, ce sera large.
points de blessure. Et ben sur 8, il m'en reste 6, quoi. Ah, ça va, ça va. T'es Large. bien, quoi. Large. Est-ce qu'une fois en haut, je vois quelque chose d'intéressant? Est-ce que j'arrive à voir le manoir, par exemple? Eh bien, effectivement, une fois en haut, tu aperçois un trou dans la végétation au milieu de cette marée verte que constitue la forêt. L'arbre que tu as emprunté est assez grand et te permet d'avoir une belle vue. Et au milieu de ce trou de végétation, il te semble voir, de manière assez évidente, quelques flèches qui émergent. L'édifice semble être couvert d'ardoises, un toit vermoulu, et quelques flèches s'élèvent là, suggérant peut-être, à cet endroit-là, l'emplacement du fameux manoir. Eh bien, je descends en gardant la direction et je vais essayer d'y aller, malgré la difficulté, azimut brutal. Tu descends, peu importe ce qu'il y a entre moi et... Tu retournes à l'endroit où il y avait les ronces, c'est ça? Je redescends de mon arbre. D'accord. Et je trace en direction du manoir, mais tout droit. Peu importe si je sors du chemin ou quoi, azimut brutal. D'accord. Pas de... Voilà. Tu entames ta redescente de l'arbre et arrivé à mi-hauteur, alors que tu n'es plus qu'à quelques mètres du sol, il te semble voir les ronces sentir ta présence. Et leurs racines noueuses hérissées de pointe commencent à se lever autour des racines de l'arbre, de son tronc, pour monter te rejoindre. Que décides-tu de faire? Mon grappin étant attaché, Ouais. je le détache et je vais essayer de le jeter sur une branche d'un arbre voisin et plus bas. Et je vais essayer de descendre à la Tarzan. Ok. Eh bien, vas-y. Je trouve que c'est une action plutôt ingénieuse. Je t'avantage pour cette action. Il va falloir réussir, faire preuve de dextérité pour réussir cette manœuvre. 19. 19, bon, j'allais te donner un SD de 15, mais avec 19, c'est parfaitement réussi. Donc, tu envoies ton grappin qui vient effectivement se nicher entre les branches de l'arbre voisin et tu as réussi ton coup. Et je vais me balancer du coup, puis me faire glisser au niveau de la corde pour arriver en bas. Un petit coup de vague ou deux pour décrocher le grappin et le récupérer. Ok. Tu te balances sans difficulté sur la corde et tu parviens à rejoindre effectivement l'arbre voisin. Il te semble que les ronces, tu les entendrais presque crier de désespoir d'avoir vu leur proie ainsi leur échapper. Si tu parviens à rejoindre l'autre arbre, c'est la vitesse avec laquelle tu le fais qui t'inquiète un petit peu. Fais-moi un jet pour bien te réceptionner au risque de finir écrasé contre le tronc. Toi, t'as envie de me faire du mal, toi. Pas du tout, pas du tout. Néanmoins... 14 le jet. Escalade, se cacher, se déguiser, trouver un chien, ouais. Est-ce que ça rentre dans... Oui, tu es avantagé. Dans escalade ou pas? Oui, oui. Ok. Tu peux jeter 2 dés, garder le meilleur. Eh ben j'ai encore un 16, plus 3, 19 encore. Oh, parfait, très bien, belle réussite. Tu parviens à ne pas finir écrasé contre le tronc de l'arbre voisin et tu échappes effectivement à ces ronces. Échapper est peut-être un bien grand mot, car tu as l'impression d'entendre le bruissement de la végétation qui se déplace du tronc de l'arbre derrière toi jusqu'à cet arbre-là. En tout cas, elles entament leur mouvement. Ouais, bah moi aussi, je te dis. Une vague ou deux pour faire tomber le grappin et je me carapate. Ok. Tu arraches ton grappin, tu tombes au sol avec ton grappin et tu entames ta course, les ronces lancées derrière toi. Il semble être comme si tu étais une grosse vague verte qui, derrière toi, essayait de te rattraper. Elle passe au travers des racines, se love autour des troncs et essaye d'avancer jusqu'à t'attraper. Et à un moment donné, leur course s'arrête, le bruissement des ronces s'arrête et laisse la place effectivement à une berge sur laquelle tu tombes face contre terre dans la boue.
Je me relève aussi vite que possible et je jette un œil autour de moi. Les ronces semblent se retirer. Tu es sur une partie maintenant beaucoup plus ouverte de la forêt. Il n'y a plus la densité de végétation par laquelle tu viens de passer. Le ciel est très bas, noir. Tu n'y vois goutte. Tu te rends compte que c'est les ténèbres alentour et tu arrives à peine à distinguer le feuillage qui se décide sur le ciel bleuté et noir qui commence maintenant à se poindre. Tant pis, c'est un peu tôt pour commencer à se mettre dans la sauce, mais je vais allumer ma première torche. Très bien. Tu allumes ta première torche. Mais écoute, je regarde, il est 22h34, tu sais qu'à 23h34, elle s'éteindra. Quoi qu'il arrive. Mais peut-être que tu veux raccourcir le temps, parce que normalement... Mais, oui, donc on va dire dans 30 minutes, elle s'éteint. Ouais. Allez, je note. On verra bien ce qui se passe. D'ici 23h, le chat nous le rappellera si on oublie, bien évidemment. Et donc, tu allumes cette torche. Ça te permet effectivement de voir quelques mètres devant toi, mais au-delà, l'obscurité reste insondable. Tu continues ta progression dans cette partie de la forêt qui est beaucoup moins chargée. La pluie commence à tomber de manière assez drue et la terre est boueuse en ces lieux. Au début, tes semelles s'enfoncent. Plus tard, tes semelles s'enfoncent davantage encore jusqu'au niveau de la cheville. Et par endroits, il te manque même de mettre ton pied dans un trou d'eau qui t'enfoncerait la terre meuble jusqu'au genou. Que fais-tu ? J'essaye, malgré les obstacles, de garder mon cap vers... de ne pas dévisser de la ligne droite que j'essaie de tracer jusqu'au manoir. D'accord. Tu continues à avancer. La pluie est battante et glacée. L'eau froide glisse le long de ton dos. Tu es pris de frissons. Fais-moi un jet de constitution. À Shadow Dark, même la pluie, elle t'attaque. Même la pluie, elle est violente. Pour l'instant, ta flamme tient le choc. 14. Constit, c'est pas trop mon truc, je crois. Ah, j'ai un +1, ça fait 15. 15, parfait. Donc tu continues à progresser au milieu de cette boue, à résister au froid. Tu as le souffle haletant et ta progression est longue et périleuse. Tu arrives à un endroit où, cette fois-ci, la terre semble plus meuble. Est-ce que tu continues de progresser ? Il te semble que tu t'enfonces davantage encore. Est-ce que, avec ma torche, est-ce que je réussis à percevoir si c'est genre une zone marécageuse de sable mouvant ou je ne sais, ou si non, ça s'étend à perte de vue? Est-ce que je peux distinguer ça? Un petit jet de sagesse te permettra peut-être d'en apprendre davantage. Ouais, mais m'orienter, c'est pas non plus... 12. 0. Bah, ça fait 12. À 12, bah, je fais 8. Ouais. 8. L'obscurité est trop insondable. Tu ne sais pas si c'est la végétation, la terre, la pluie battante qui noie ta vision, mais tu as de mal à voir à quelle distance et surtout quel relief se développe derrière toi, au-delà des quelques mètres d'où éclaire ta torche. Je plante... Alors, je sais pas si ça te pose un problème, mais il y a... Non, vas-y, dis-moi. Il y a un invité qui est passé dans le champ de la cam. Ah oui, non, pas de souci. Je vais planter ma torche au sol et je vais prendre mon grappin pour essayer de le tanker dans des branches et de refaire un coup de Tarzan, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller le plus loin possible comme ça, me poser et voir si là je m'enfonce ou si c'est un peu plus meuble. Si je m'enfonce, je repartirai dans l'autre sens, quoi. Ok. La pluie est battante. Tu continues à progresser, mais effectivement, les terres meubles se révèlent être beaucoup plus meubles. Maintenant, tu en as la certitude, c'est un sable mouvant dans lequel tu te trouves. La terre monte au niveau des genoux. Il t'est difficile de progresser. Tu jettes alors, effectivement,
ton grappin pour essayer d'agripper quelques végétations au loin. Fais-moi un jet de dextérité. Avec C'est escalade ou pas difficile. Oui. 15 le seuil à réussir. 20. Parfait. Oh 20 Pas naturel. naturel. Non, pas naturel. D'accord. 17 Donc et 3. Ok, 17 et 3. Donc tu parviens à agripper effectivement les branchages d'un arbre. Je récupère ma corde en ayant fait plusieurs tours autour de mon épaule avec non, ma torche, pardon, en ayant fait plusieurs tours de corde autour de mon épaule et de mon avant-bras. Et je me balance Alors, pour essayer d'atteindre un point opposé. alors non, tu te balancer sera très compliqué parce que tu es déjà dans la fange. Il va falloir surtout t'en sortir. Ah Eh oui, tu étais dans le sol boueux, je te rappelle. Donc tu as réussi à agripper, donc c'est avec de la force que tu arriveras à te sortir de cette tourbe. Ouais, alors là, force escalade ou même pas escalade? Ah non, force. Ah non, là c'est de la force. Force. Ok. Ouais. Et là, c'est du avec le grappin, 12. Ah, tu me veux du mal. Force tout court, je suis à -1 en plus. 7. 7. D'accord. J'ai lancé deux Tu fois. forces de toutes tes forces, tu essayes de t'extirper, mais ta lutte ne fait que t'entraîner davantage dans ce sol boueux. Tu tires sur tes bras de toutes tes forces pour essayer de remonter de cette fange. Tu parviens aux racines d'un arbre, celui-là même où tu avais accroché effectivement ton grappin. Sauf que tu n'es pas encore sorti d'affaire puisque la terre est maintenant située au niveau de tes aisselles. Tu es Ah oui. épuisé. Pour ne pas la laisser là, je prends la torche et je me mets le bout, pas brûlant bien sûr, dans la bouche. Et en mordant, je tire sur mes bras tout ce que je peux pour essayer de grimper à la corde, de m'extirper de cet endroit. Eh bien, je t'autorise effectivement à tenter un dernier coup d'éclat de force, mais ça va être très difficile. Le seuil est à 15. 9. Tu t'enfonces encore davantage. Ton corps descend lentement lorsque tu entends une voix venue des bois. Fâcheuse posture, mon garçon. Entends-tu au travers la pluie? Ça, je vous le fais faillir. Tes bras sont bientôt trop maigres pour te sortir de là. Et je ne puis rien faire tant que tu as cette torche à la bouche. Je crains le feu. C'est peut-être pas une mauvaise chose du coup. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je prends la torche, je la plante pas trop loin de moi, dans le sol. T'as les deux bras accrochés à la corde, hein? Oui. Tu la plantes avec ta bouche alors? Non, je t'ai dit, je me tiens. Je m'étais enroulé un d'accord. bras, je me tiens de l'autre. Ah, je lâche la corde de l'autre et je tanque et je me raccroche. Éteins-moi ce feu. Je suis pas sûr de vouloir être sauvé par quelqu'un qui aime pas le feu dans ces ténèbres. Alors le sol t'emportera. Pas chaud non plus. Je rattrape la torche, je la retourne et je la plonge dans l'eau pour l'éteindre. Je la plonge même dans la boue s'il faut, mais autant que possible, je vais me la coller dans le... Enfin, je veux pas la lâcher, quoi. Je veux pas la perdre. D'accord, donc ta torche effectivement finit éteinte, mais tu ne la perds pas. Tu entends un craquement de bois sinistre. Tu ne savais d'où venait cette voix. En tout cas, une chose est sûre. Une racine noueuse vient de t'attraper au niveau du bras et t'extirper de la fange. Tu te retrouves maintenant tenu par le bras à quelques mètres au-dessus du sol, en face d'un colossal tronc d'arbre. Voilà qui est mieux, petite dame. Que fais-tu en ces terres?
Merci, j'imagine. Vous êtes un arbre qui parle ? Effectivement, dans l'obscurité, tu arrives juste à deviner la silhouette d'un arbre. Et à chaque fois cette voix semble s'exprimer, c'est effectivement la silhouette de cet arbre que tu vois s'animer. Et par moments, il te semble même deviner l'éclat d'yeux légèrement orangé dans ces ténèbres. C'est fort aimable de votre part. Vous voudriez pas me déposer ? C'est un peu dangereux comme coin. Je ne pourrai t'amener nulle part, petit homme. Je suis un arbre, par conséquent, condamné à l'immobilité. Ah ouais. Que viens-tu faire ici ? Il se rapproche de toi, enfin ses branchages rapprochent ta carcasse de ce qui semble être le visage de cet arbre. Effectivement, tu aperçois les reliefs un petit peu, maintenant que tes yeux sont un petit peu plus habitués à l'obscurité, il te semble voir et deviner le visage d'un sage, mais fiché dans le tronc d'un arbre, comme si l'écorce en dessinait les traits. Je vais vers le manoir. Je veux récupérer des bouteilles de vin. Elles sont à moi, hein. C'est celles de mon ancêtre. Le manoir, dis-tu ? Oui. La peste a envahi ces lieux et perverti nombre de créatures, et fait d'un jeune pouce tel que moi l'arbre puissant et parlant que tu vois. De temps en temps, les conséquences peuvent être heureuses de ce mal indicible. Parfois, elles peuvent être désastreuses. Mon immobilisme m'a... Alors c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose ? Cela dépend, petit homme. Moi, j'étais très colérique au départ. Je voulais dévorer la terre entière. Mais au fil du temps, je me suis assagi. J'ai réfléchi, pensé, philosophé même. Ah ouais. Un arbre philosophe. Ce fut chose compliquée lorsque l'on n'a personne avec qui échanger. Je dois moi-même me contredire, vois-tu, pour faire avancer mes idées. Alors, ça, c'est quelque chose que je fais très très bien. Si vous voulez bien me faire grimper dans vos branches, là, je peux peut-être attendre que le jour se lève et vous tenir un peu compagnie. Je serai plus à l'aise quand le soleil se sera levé. Comme tu veux, petit homme. Ta compagnie m'est intéressante, pour le moins peut-être pas sien, pour le moins distrayante en tout cas. Je fais les Dans un craquement sinistre, alors que tu entames de lui grimper dessus, ses branchages s'élèvent et te propulsent à travers la canopée pour te mener à vive allure au-dessus. Et tu es au sommet de cet arbre. Ouf, j'ai cru qu'il m'avait balancé en direction du manoir. En mode... Voilà. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Vous êtes grand, dites donc. J'ai pris le temps de grandir, et je pense que je ne cesserai de grandir tant que personne ne viendra m'abattre. On va peut-être pas prendre le temps de le jouer, mais je vais papoter avec lui, et puis je vais lui demander si je peux dormir jusqu'à ce que le soleil se lève. Eh bien, justement, nous ne prendrons pas le temps de papoter avec lui, mais le fait est que lui ne te laisse pas dormir. Tu es une proie bien trop intéressante. Rends-toi compte, il n'a discuté avec personne depuis des éons, et te voilà. Autant dire que toute cette nuit durant, il n'aura de cesse de te réveiller pour tenir conversation, te demandant ton avis, te demandant de lui décrire le monde, de lui décrire ce que lui ne peut voir à l'endroit où il est, de disserter avec toi de plein de sujets. Et tu passeras ta nuit à philosopher sur nombre de sujets, mais tu n'auras pas fermé l'œil de la nuit. Votre compagnie a été très agréable, mais maintenant je suis fatigué. Ce fut fort distrayant. Vous pourriez m'aider à aller plus rapidement ? Pardon. Bien sûr. Mais je dois te demander une faveur avant. Vois-tu, je ne veux pas que mon enfant vive en ces terres. Je trouve l'eau saumâtre et pour le moins avec un goût désastreux.
Je pense même que c'est elle qui a nourri ma colère avant que je n'arrive à la surmonter. Je ne veux pas de cela pour mon enfant. Et vous voudriez que je le plante ailleurs ? Exactement. Tiens, voilà mon jeune pouce. Je te remets la prunelle de mes yeux, mon écorce, mon sang, ma sève. Ça ressemble à quoi ? Un gland, tout simplement. Facile. Je le prends et je vais le mettre précieusement dans une poche ou une bourse pas trop accessible. Me fais-tu la promesse de planter cet arbre en un endroit paisible ? Moi, Pipin Briggenborn, fils d'Aurel Briggenborg, je vous fais la promesse solennelle de planter la sève de votre sève dans un endroit tranquille et paisible. Eh bien, à moi de respecter ma part du contrat. Le bois craque. Il se bascule en arrière. Tu manques de chuter avant qu'il ne se bascule en contresens pour propulser ta carcasse non loin du manoir. Tu te sens décoller. Tu es projeté dans les airs. Littéralement, tu vois la canopée de la forêt défiler devant tes yeux et tu atterris dans une bouillasse, une marmelade de boue, non loin du manoir que tu visais. De manière fort heureuse, tu n'auras pris aucun dommage. Je me relève de toute cette boue, j'essaie de remettre la torche, de l'essuyer sur mes vêtements pour qu'elle soit à peu près et de la tanker à côté sur une des deux anses de mon sac. Très bien. Tu relèves alors la tête et effectivement, tu es en vue de ce manoir. Au centre du lac, car il y a un lac en face de toi, se dresse la silhouette d'un manoir au relief décharné par le temps. Un lierre noir semble agripper l'édifice comme pour l'empêcher de s'enfuir. De l'une de ces tours déchirant le ciel, celle-là même que tu avais vue il y a quelques centaines de pas, claque encore une bannière élimée arborant le symbole des Sangreterres, une grappe de raisin lovée autour d'une épée. La pluie est encore battante. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a la moindre embarcation qui me permettrait de traverser le lac jusqu'au manoir ? Oui, tu aperçois effectivement sur le côté gauche ce qui semble être une embarcation fichée sur la berge. Elle semble être envahie par la végétation. Il y a sûrement fort longtemps qu'elle n'a pas fait de voyage. Je vais tenter de la mettre à l'eau. Que tu arrives à hauteur de l'embarcation, une silhouette attire ton attention. Sur les berges, non loin effectivement du manoir, tu aperçois une silhouette rondouillarde, un peu plus petite que toi, large, la forme d'une boule vêtue de riches atours. Cette silhouette dandine, tu en devines juste le contour et avec la lumière, parfois quelques atours, comme une espèce de collier, une espèce de collerette très vaporeuse, un vêtement bouffant et peut-être même des bottes avec des petites pointes, des chaussures se terminant en pointe. On a combien de... Il y a combien de mètres entre nous ? Oh bah, lorsque tu aperçois cette silhouette sur la berge, elle doit être à peu près à trentaine de mètres. Mais toi, tu es près de l'embarcation, quasiment au niveau du sol. Elle n'a pas remarqué ta présence. Tu l'as vue avant. Je vais essayer de mettre l'embarcation à l'eau. Tu pousses l'embarcation à l'eau. Effectivement, elle est tenue là par des herbes qui ont poussé sur elle. Tu arraches quelque peu la végétation et viens rompre le plan d'eau, la tranquillité de ce plan d'eau comme s'il n'avait pas bougé d'un iota depuis bien longtemps. L'embarcation fend effectivement la berge. Est-ce que tu montes dessus ? Il y a une rame ? Un gouvernail ? Oui, une vieille rame vermoulue. Ok, je grimpe sur l'embarcation. Ok, tu grimpes sur l'embarcation et la silhouette qui était sur les berges semble remarquer ta présence. Elle s'arc-boute, marque un pas, s'arrête et semble disparaître à l'intérieur du manoir comme si elle était effrayée par ta présence.
Elle galope très vite. Elle fait même un grand saut, un saut gigantesque, celui-là même que pourrait faire un crapaud géant. Je rame, mais vu l'état de la rame, je la tiens normalement, sauf que ma main gauche va aller saisir quasiment le plateau, la partie la plus large, de façon à ce que quand je rame, je n'exerce pas trop de pression sur le manche et que je risque pas de le péter. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, tu arrives finalement de l'autre côté de la berge. La silhouette du manoir se dessine maintenant davantage devant toi. Il y a de grandes fenêtres, enfin ce qui était de grandes fenêtres, mais tout ici semble avoir été victime des affres du temps. Les fenêtres sont brisées, les tuiles effondrées, et la végétation semble avoir dévoré une partie du manoir. J'attrape ma torche déjà usée. Ouais. De 10 minutes. Il lui restait 20 minutes. Tout à fait. Il est resté 20 minutes. Je vais tenter de la rallumer. Ok. Eh bien, fait avec cette humidité complexe, mais on va tenter le coup d'essai 15 pour rallumer cette torche. Dextérité. C'est un jet dextérité 17. Ouais. Oh, bravo. T'es pas avantagé sur ce jet, mais t'as réussi. Donc, eh bien, à grand renfort, t'essayes à plusieurs reprises de rallumer cette torche. Tu commences à désespérer et finalement, dans un sursaut, tu parviens à lui faire prendre feu. Donc la torche brûle. Tu m'as dit qu'il y avait la porte principale, elle semble ouverte, fermée. Il y a une fenêtre Mais à proximité. Non. La porte principale semble être condamnée. Elle Mais il y a est une en fenêtre. fait, il y a une grosse végétation, une espèce de racine noueuse qui vient en masquer l'accès. Puisque c'est situé au bas de l'édifice, et au bas de l'édifice, il y a beaucoup de racines, beaucoup de plantes, beaucoup de racines assez grosses qui semblent nouer l'édifice. Mais il y a des fenêtres à proximité. Oui, il y a des fenêtres à proximité, tout à fait. Eh bien, je vais... Je vais aller je vais aller en direction de la fenêtre. D'accord. Et je vais voir si, pour l'instant, sans trop l'abîmer, je peux rentrer. Sinon, je vais l'abîmer. Donc tu commences à grimper pour essayer de rejoindre une fenêtre, c'est ça ? Ouais. Ok, très bien. Eh bien, tu vas faire ton jet d'escalade. Bon, c'est assez aisé parce que même s'il y a de l'humidité, la végétation est assez présente. Donc c'est un jet à 12. Ah, eh ben des fois, quand ça veut pas. Malgré l'avantage, je fais 6 et 7 sur les dés, donc j'ai 10. Ok. Donc tu entames ton ascension et eh bien malheureusement, arrivé à mi-hauteur, tu glisses et retombes sur le sol boueux. Ah, j'ai le pouvoir du swag, tu m'excuseras. Ah, bah vas-y, rejette. Je l'ai... et cette fois, tu m'as dit 12, 10 et Ouais. 11, j'ai 14. 14 en tout. Très bien. Tu parviens à monter à hauteur de cette fenêtre. Lorsque d'une fenêtre voisine, effectivement, alors la fenêtre où tu es déjà, celle-ci semble être masquée par des volets, d'accord. Il te faudrait grimper plus haut pour rejoindre une fenêtre qui puisse être accessible, mais à cette hauteur-là, alors que tu arrives à cette hauteur, sur le flanc gauche d'une fenêtre émerge une silhouette féminine, le visage apeuré. Elle appelle au secours. Pas venu pour ça, moi. Princesse en danger, c'est pas Tout mon à fait. truc. Hein. Aidez-moi, je suis retenu en ces lieux, s'il vous plaît. Au secours. Bah, je lui tends la main. Elle s'agite au bord de la fenêtre. Tu lui tends la main ? Ouais.
Ouais, elle te tend la main aussi pour essayer d'attraper la tienne. Il lui faudrait pour cela s'avancer de manière périlleuse au bord de la fenêtre. Elle tente de s'étirer davantage, mais tu comprends que elle n'a pas ton talent. Et elle regarde, elle jette quelques coups d'œil en bas, apeurée, ayant sûrement peur de glisser et de tomber. Attendez, reculez-vous. J'attrape mon grappin et je vais essayer de le caler à la fenêtre et de le laisser la corde tomber jusqu'au sol. Déjà, je vais essayer de l'agripper pour qu'elle puisse l'utiliser en fait. D'accord, ok. Donc tu sors ton grappin et tu essayes d'agripper la fenêtre d'où elle se trouve. Oui. D'accord. Fais-moi ton jet de dextérité. Oh, c'est assez facile pour toi, c'est du 12. Ouais, mais ça fera 5. Ah d'accord. Eh bien malheureusement, tu ne parviens pas. Ton grappin semble s'accrocher au bord de la fenêtre, mais il retombe sur le sol. Le chambranle était trop fragile, vermoulu. Je vais essayer de descendre, de descendre de mon du lierre là que j'escaladais. Je vais redescendre sur la terre ferme pour récupérer le grappin et essayer de le jeter dans la fenêtre, mais depuis la terre ferme, ce sera plus facile. Enfin, j'espère. Eh bien, vas-y, refais ton jet de dés. Escalade. Alors, j'ai 12 pour descendre. Oui, très bien. Ah non, descendre, t'avais pas besoin. Non, c'était pour jeter le grappin, mais c'est réussi. Tu parviens à jeter ton grappin effectivement à hauteur de la fenêtre et celui-ci semble être solidement harnaché. La jeune fille a toujours le visage blême et elle est en pleurs, paniquée et demande de l'aide. Demande à ce que tu viennes la sauver. Là, je grimpe avec mon grappin. Je monte. Ok. Donc tu grimpes avec ton grappin. Ok. Tu maintiens ton ascension. Et lorsque tu arrives à hauteur de cette jeune femme, eh bien, elle te tend les bras pour tout simplement que tu puisses la tirer d'ici et surtout te faire rentrer dans le manoir pour venir la rejoindre et peut-être la sortir de ce faux pas. Ah, il y a... Oui, vas-y. Oui. Au moment où elle te saisit, elle te fait rentrer à l'intérieur, mais de manière assez violente. Sa force semble être plus prononcée que ce à quoi tu t'attendais. Tu es projeté à l'intérieur d'une chambre et lorsque tu te relèves, c'est effectivement une jeune fille que tu vois. Sauf que le reste de son corps n'est pas celui d'une jeune fille, mais celui d'une terrible araignée aux pattes noires velues. Ok. Elle se bascule en arrière, prête à retomber sur toi, comme le ferait une araignée pour tomber sur sa proie. La porte de sortie la plus proche ? Eh bien, derrière elle, à côté du lit à baldaquin. Que fais-tu ? Je saute sur le lit à baldaquin. Ok, tu sautes sur le lit à baldaquin. Nous allons voir si elle va réussir à te toucher sur cette première action. Toi, tu as AC 13, hein ? Ouais, c'est ça. Et je peux pas l'augmenter en faisant une full défense ? Eh bien, vas-y, fais-moi un jet de dextérité. Si tu réussis ce jet de dextérité, je serai désavantagé pour t'attraper. Super, je fais 5. Ok, très bien. Eh bien, tu essayes de sauter sur le lit à baldaquin et tu es violemment projeté par les pattes de l'araignée qui te fait retomber à terre. Elle se bascule en arrière. Sa voix de jeune fille effarouchée a été remplacée par l'espèce de grognement sinistre d'une créature avec des mandibules au niveau du bassin et son visage est démoniaque. Elle retombe sur toi, prête à abattre ses crocs pour en finir avec toi. On remarque d'ailleurs que la chambre est recouverte de toiles d'araignée. Elle a les atours d'une chambre de princesse, mais qui semble être aujourd'hui transformée en une espèce de nid d'araignée hérissée de toiles de toutes parts. Ça brûle bien, ça, la toile d'araignée ? Ça brûle très bien. Ça brûle très bien. Ses crochets tombent sur le plancher, faisant voler le bois en éclats à quelques centimètres de ta tête, mais elle ne t'a pas touché. Son visage est à quelques centimètres du tien, et ton corps et ton cœur bat très fort au moment où tu aperçois le visage de cette créature innommable.
Et pour l'instant, je ne suis accroché qu'à la torche que j'ai en main. Et je me jette sur le lit à baldaquin. J'essaye de me mettre sur le lit à baldaquin. Alors, Mon vas-y, idée, fais-moi- c'est qu'elle me saute dessus sur le lit et que je l'esquive au dernier moment. D'accord. Donc tu sautes sur le lit à baldaquin, c'est pour toi, ouais, allez, on va dire SD15, mais tu es avantagé. Ah, je suis avantagé? Ouais. Ben tant mieux. Ah bah non, pas tant mieux. J'ai fait au mieux, je fais 14. C'est le raté de Ok, 1. très bien. Donc tu arrives effectivement, malheureusement, tu essaies de sauter sur le lit à baldaquin, mais elle t'embarre le passage. Tu atterris de l'autre côté, à côté du lit à baldaquin, mais tu as toujours ta torche à la main. Elle, où est-elle? Elle est derrière le lit, elle commence à le contourner pour venir à ta hauteur et te dévorer. Gênée par le lit à baldaquin. Je marche... je veux garder le lit entre nous en fait. Idéalement, je voudrais la forcer à grimper dans le lit. D'accord. Donc, elle essaye de passer à gauche, tu pars du côté droit. Elle essaye de passer à droite, tu pars du côté gauche. Tous deux, vous jouez comme ça, ainsi au chat et à la souris. Elle finit par perdre patience et tout simplement entame de monter sur le lit à baldaquin en faisant voler les barreaux de bois pour te rejoindre et te dévorer. Je reste d'un côté avec comme idée, ce que j'attendais tout à l'heure, de tirer les cordes qui libèrent, tu sais, les rideaux. Pour que le rideau se ferme entre elle et moi. Et grosso modo, je voudrais... Alors, je te décris mon idée. Ouais. Je vais essayer de tourner autour du lit pour en fait fermer les rideaux autour d'elle et foutre le feu au lit à baldaquin. Oh, bah c'est très ingénieux, ça. Fais-moi un jet avantagé 12. Parce que c'est quelque chose que tu as en vue. C'est pas une action très compliquée. Je suppose que tu avais vu les cordages et tu avais cette idée-là en tête depuis un petit moment. Donc 18. Fais-moi 18, très bien. Tu parviens effectivement à faire le tour du lit, faisant tomber les rideaux. L'araignée tourne sur elle-même pour essayer de t'attraper. Tu manques d'échapper à l'une de ses griffes, à l'une de ses pattes qui passe juste au-dessus de ta tête lorsque tu achèves de fermer le dernier rideau. Et d'y foutre le feu dès que je peux. Eh bien, tu y fous le feu, effectivement. À ce moment-là, la créature s'extirpe de ce brasier, sauf que les rideaux sont entourés autour d'elle. Donc, elle bascule dans la pièce, elle monte du sol au plafond, court à vive allure, telle une boule de feu pour échapper tout simplement à ces flammes. Sauf que le rideau est enchevêtré autour d'elle. Elle finit sur le dos, les pattes cramantes, avec des spasmes, hurlant de douleur, alors que le feu dévore son corps. Tu n'as plus que quelques petits spasmes de griffes qui font... Et l'araignée n'est plus qu'une carcasse noire et fumante. C'est bien la dernière fois de ma vie que je m'aventure à sauver une princesse. D'ailleurs, tu en aperçois le portrait dans la chambre. Ça fait plaisir à Jean. Bon, méthodique. Je regarde le portrait, je regarde derrière, je vais commencer à fouiller s'il y a des tables de nuit ou quoi. Je cherche s'il y a quoi que ce soit d'intéressant. Bien, en regardant les portraits, déjà, tu aperçois aux alentours qu'il y a des cocons qui sont là avec des squelettes de pauvres bougres qui ont dû, malheureusement, peut-être, qui n'ont pas eu la même chance que toi. Le portrait est celui d'une jeune femme, sauf que il est de tête à pied une jeune femme, entièrement une jeune femme, sans corps d'araignée. Et le visage correspond à celui que j'ai vu. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est exactement le buste de cette jeune femme, sauf que dans le portrait, elle est représentée sur toute sa hauteur, assise sur le bord de son lit, dans une pose telle qu'on le prend quand on veut tout simplement peindre la noblesse, avec une belle robe drapée, et on aperçoit ses jambes et ses chaussures. Elle n'a pas du tout le corps d'une araignée comme ce que tu viens de voir. Ok. Tu découvres là quelques bijoux, d'accord, que tu peut-être ramènes dans ta besace. Je vais les enfourner dans mon sac, pas de petit profit. D'accord. Nous regarderons après quel est ton butin, mais tu t'empares de quelques bijoux
qui, au vu de leur brillance, doivent être d'une valeur assez intéressante. J'enfourne ça dans mon sac et je me dirige vers cette porte que tu m'as décrite tantôt. Effectivement, Pour tu sortir de ouvres cette cette pièce. porte et tu ouvres effectivement, tout simplement, dans un couloir poussiéreux. Il est légèrement penché, puisque l'édifice semble avoir tout simplement s'être un peu écroulé sur lui-même par endroits. Donc il est légèrement de côté, ce qui trouble un petit peu ton équilibre d'ailleurs, parce que tes repères visuels, eux, sont ceux d'une pièce, d'un couloir, tout ce qu'il y a de plus naturel, sauf que tu as tendance à basculer sur le côté gauche. La tapisserie est là complètement défraîchie. Il y avait à l'époque sûrement de beaux lustres, mais maintenant ils sont couverts de végétation. Tout est sinistre, humide et sent la moisissure. Ce long couloir, au bout, une fenêtre brisée, dont d'ailleurs les voilages ondulent légèrement au vent. Et de l'autre côté, d'autres chambres qui semblent être accessibles. Tu es au premier étage de ce manoir. Y a-t-il des appliques au mur? Oui, tout à fait. Des appliques au mur avec des torches. Enfin, des torches. De quoi allumer. Oui, c'est ça, des torches. J'en Comme des attrape bougies, une. plutôt. Ah Ouais. Des bougies. Des torches, c'est pas un peu costaud. On est dans un manoir, pas dans un donjon. Une bougie, ça reste allumé combien de temps? Ouais, on va dire 20 minutes. Écoute, je Et vais tu prendre trouves quelques d'ailleurs, bougies. tu trouves un bougeoir, tu trouves un bougeoir sur une commode, hein, très facilement. Hein. Bah, je vais prendre les bougies qui sont sur ce bougeoir. Je sais pas, il y en a quoi, 3, Ouais. 4. Ouais, 4. Je les enfonce dans mon sac pour le moment où vraiment j'aurai plus du tout d'éclairage. Sait-on jamais. Ok, très bien. Donc là, la pièce, effectivement, continue de brûler. Les toiles d'araignée derrière toi aussi. La fumée commence à envahir l'espace. Mais l'humidité est tellement épaisse que les flammes, de manière naturelle, diminuent Je cherche un derrière accès. toi. Je cherche un accès au rez-de-chaussée d'abord. Mon idée, Eh bien, c'est au la bout- cave. Au bout d'un couloir, effectivement, tu as 2 grands escaliers qui rejoignent un magnifique hall d'entrée. Je m'y dirige rapidement. Et je cherche sous ces escaliers en arrivant en bas. Comme dans ma tête, ça fait vraiment 2 escaliers comme ça qui se rejoignent dans une espèce de grande Parfait. salle de réception avec un énorme... comment appelle-t-on ça déjà Un lustre, peut-être. Ouais, un lustre, mais Ça que tu pensais. ça porte un nom précis, c'est lustre avec des breloques là. Oui, je vois ce importe. que tu veux dire. Ouais. Et je vais regarder en fait si je vois pas sous l'escalier une porte qui pourrait être un accès vers le sous-sol. Oui, tu vois une porte qui mène vers les quartiers, je dirais, des domestiques. Si domestiques il y a encore en ces lieux. Il y a sûrement là un accès vers les cuisines et peut-être sûrement aux pièces inférieures. La porte est plus modeste, donc c'est ce que tu te dis. Ah, je t'entends plus, monsieur. Ah si. Non, c'est que je réfléchis, D'accord. Non, parce que je cherchais le mot, il m'est revenu, mais c'est une girandole, mais la girandole, Oh, elle est pas au pétard. plafond. Oh, pétard. Ouais, mais je vois ces espèces de grands lustres avec pas mal de breloques verroterie, miroitantes, ouais. Dessus, très chargé, très rococo là. Je vais quand même jeter un œil derrière la porte pour voir si elle donne accès à une pièce ou si elle donne accès éventuellement à... mais merci infiniment, Geek Fabula. Merci beaucoup les gars pour ce magnifique raid. Ah, merci beaucoup. Et j'espère que tout le monde va bien. J'ouvre la porte. D'accord. Tu te plaques à la porte. Tu commences à l'ouvrir et tu sens qu'il y a de la résistance derrière elle. Quelque chose de lourd en retient l'ouverture. Derrière elle, une odeur de moisi émane, plus prononcée que celle que tu as pu sentir jusque-là dans ce manoir suintant. Ce pourrait être l'accès à la cave ou pas du tout? Ah, ça pourrait. En tout cas, la porte est modeste et elle est de celles que l'on emprunte quand on veut tout simplement ouvrir sur les quartiers de domestiques. On y met là la cuisine, on y met là les remises et les accès aux pièces inférieures.
Écoute, j'ai pu ouvrir la porte, mais je peux pas pousser au-delà de quelques centimètres, c'est Tu ça? sens que c'est lourd derrière, il te faudrait forcer. Ouais. Je vais pas forcer. Si j'ai pu l'ouvrir pour la faire sortir un tout petit peu de son chambranle, je vais tenter de la dégonder plutôt. D'accord, très Quitte bien. à utiliser ma dague pour la placer en dessous et m'en servir un peu comme levier. Bien, tu vas faire un jet de force, mais avantagé. Parce que cette idée de dague va pouvoir t'aider. SD12. Ouais, c'est la force. Donc il faut que je fasse 13. Hein. Ouais, On remarque, oui, mon avec gars. l'avantage. L'idée de la dague, c'est pas mal. Donc Oh, cet 14 et avantage. 16, dis donc. Donc les Très deux sont bien. réussis, quoi qu'il arrive. Donc tu places ta dague 15. en dessous de la porte pour la soulever. D'un coup de botte, tu soulèves cette porte et tu parviens effectivement à la dégonder. Eh bien, n'écoutant que mon courage, je fais un petit pas de recul pour constater la chose qui bloquait. Eh bien, derrière elle, l'odeur te saisit avant même la vue. Tu es prise à la gorge par une odeur de pourriture qui t'envahit les narines. Ici, la salle est très sombre. Seule la lueur de ta torche permet de faire apparaître les reliefs suintants de corps qui sont à moitié dévorés. Il s'agit là d'animaux, de bêtes qui appartiennent à ces bois, dont les carcasses sont là suintantes, remplies de vermine et à moitié dévorées. Et à l'autre bout de la cuisine, tu aperçois une silhouette rondouillarde avec un col dont tu devines effectivement la présence, une espèce de col blanc bouffant, couvert fraise Ouais, c'est ça, une fraise. Fraise Je cherchais le mot espagnole depuis tout à l'heure. Language. Tout à fait, ces Ouais, je vois fameuses très bien. fraises. Voilà, ces fameuses fraises, et c'est la silhouette rondouillarde que tu avais aperçue sur la Oui. berge, qui est là, masquée dans l'ombre et tremblante à la respiration haletante. Écoutez, je ne viens pas créer de problème. Je peux peut-être vous aider. La silhouette semble reculer et se plaquer derrière un meuble de la cuisine. Elle est tremblante, ses membres semblent visqueux. C'est ce que tu devines à la lueur de la lune qui transparaît au travers des carreaux brisés de cette cuisine plongée dans l'obscurité. Je connais les contes. J'ai connaissance Oui. des contes où quand on embrasse des grenouilles, elles deviennent des princes charmants. Tout à fait, tout à fait. Tu as connaissance de cette histoire. Écoutez, je vais m'approcher. Et je vais faire aucun geste violent. C'est bon pour vous? Vous pouvez juste faire avec la tête comme ça si vous me comprenez et si c'est ok pour vous. Si c'est bon pour vous. En guise de réponse, une respiration haletante et une espèce de croissement entre le rot et le croissement. Quelque chose d'assez guttural. Je vais prendre ça pour un oui. Je garde les mains en évidence, alors j'ai quand même une torche dans une main. Elle en est où cette torche d'ailleurs là? Eh bien, elle s'éteint. Ah ouais, d'accord. Fallait pas poser la question, Olivier. Fallait pas Non, poser parce la que question. j'ai même Quel pas le temps de amateur. saisir Mais la quel deuxième amateur. pour. Ok. Bah, je vais. Ah. Au moment où ta torche s'éteint, t'entends. Ouais, attendez, je vais rallumer une torche. Je prends ma deuxième torche et je Au moment où tu m'échine prends à la ta rallumer. deuxième torche, quelque chose te heurte au niveau du tronc. C'est violent, c'est spongieux. Et ça te propulse immédiatement à l'intérieur de la cuisine. Tu te prends un bout de meuble dans le visage, une table, et tu atterris sur le sol au pied de cette créature. Et moi, je voulais aider. Elle commence à vouloir t'assommer, un violent coup sur ta tête. On est d'accord que ma torche n'est pas allumée, hein. Non. Ok. Tout va bien. Tu prends 2 points de dommage. Aïe, non mais parce que là vous êtes lourd. J'avais récupéré ceux que j'ai perdu la veille? Bah non. Tu rigoles. Pas du tout. Ah, ok, très bien. Ses bras spongieux s'élèvent à nouveau.
Bah, je Il vais rouler. semblerait que Je vais la rouler sous la créature table veuille en pour qu'elle me finir avec serve toi. de bouclier. Ok. Fais-moi un jet de dextérité pour rouler sous la table. Et je dirais juste, j'ai connu une araignée aussi qui a voulu faire la bagarre, ça s'est mal terminé pour elle. 19. 19, tu roules sous la table. Effectivement, quelque chose de lourd a atterri sur la table et l'a fait voler en éclats. La créature spongieuse se dirige vers toi. Tu en distingues à peine la silhouette. Elle est rondouillarde, large, vêtue d'un costume bouffant et semble vouloir t'attraper pour te dévorer. Sa gueule est beaucoup plus béante que ce que tu pensais. Sa tête est large, aussi large que celle d'un bœuf. Tant pis, pas de bisous pour elle. Qu'est-ce que tu fais? C'est à ton tour d'agir. Elle a juste réussi à taper une table. Il faut combien de temps pour allumer une torche? Ouais, tu pourrais faire ça. Si tu te déplaces pas, tu peux tenter d'allumer une torche. Mais avec le stress, pas facile, hein. C'est 15. Écoute, non, tant pis. Je lui jette au hasard la torche éteinte à la tronche D'accord? et je vais tirer ma dague de l'autre main. Bah, fais-moi un jet de dextérité pour voir si cette torche finit dans le visage de cette créature. Tu es désavantagé car tu es dans le noir. Donc Ouais, mais tu je jettes fais un 2 20 dés nat. et tu gardes le moins bon. 20 nat. Ah, je suis désavantagé. Ouais, Mais sur une attaque sournoise, moi j'ai l'avantage, ça s'annule pas. ça s'annule. 20 Tu t'en nat. sors bien. 20 nat, ok. Tu envoies ta torche au moment où la créature ouvrait sa gueule béante pour essayer de t'absorber, de te dévorer vivant. C'est la torche qui finit dans sa gueule. Elle s'étouffe, elle se saisit au niveau de la gorge, elle se balance de droite et de gauche, heurtant les meubles de la cuisine pour se sortir de cette mauvaise posture. Je profite de ça pour allumer ma torche rapidement. Tu allumes ta torche rapidement et tu aperçois cette créature rondouillarde dont tu définis maintenant bien les contours. Il s'agit d'une parodie d'homme, entre le crapaud et l'homme. C'est large, c'est grand, c'est la forme d'une boule et ça a la tête géante d'un crapaud avec une mâchoire tout aussi gigantesque. Et là, ses membres amphibiens sont autour de son cou, essayant d'extirper cette bûche que tu as fondue au fond de sa gorge, que tu as fichue au fond de sa gorge. Elle se débat en tous sens et crache. Une fois la torche allumée, là je tire ma dague et je m'approche d'elle. Ok, tu es arrivé à sa En hauteur. découdre. Elle finit par cracher cette torche-là couverte de glu et d'une grosse viscosité verdâtre, mais elle semble être affaiblie par cette lutte avec ce parasite dans sa gorge. Je lui mets la torche quasiment en contact du visage pour l'aveugler et j'en profite pour la poinçonner de l'autre main. Tant pis. Ok, fais-moi un jet de de bisous. dextérité. SD, c'est combien ma grenouille là? 13. 13. Est-ce que le fait de l'aveugler, tout ça, c'est un petit avantage, petite attaque sournoise Oui. ou pas? Oui, allez, vas-y. Allez, Oui, parce là. qu'elle était occupée avec cette gestion. Réussi? 15. Très bien. Donc tu as son regard amphibien, tu sais, dont les iris tout simplement se rétractent au moment où la torche éclaire son visage, et tu as ta dague au niveau de son ventre blanc, amphibien et visqueux. Tu poinçonnes, c'est ce que tu avais dit? Ah oui. Frotch. Ok. Après plusieurs coups, effectivement, sur la créature, tu lui entames la gorge. À gros bouillon, le sang coule, elle tombe genou à terre et finit par rendre son dernier râle. Je plante ma torche là où je peux autour de moi, s'il y a un candélabre, s'il y a quoi que ce soit qui pourrait retenir un peu la torche et l'éviter de tomber. Tout à fait, tu es dans une cuisine. Donc tu as tout ce qu'il faut à ta hauteur, et notamment effectivement un endroit qui était fait pour accueillir là les torches. Et je fouille mon adversaire. Tu trouves un médaillon en or arborant un raisin sculpté, d'accord, une grappe de raisin sculpté fichée d'une épée. Le symbole de la noblesse de Sangrevigne il y a de cela quelques centaines d'années.
Tu trouves des dents humaines aussi dans sa poche, des Mhm. cartes à jouer, Ouais. Pas de clé. voilà, des insectes et pas de clé. Et le blason, il est sous quelle forme? C'est... Bon, c'est une grappe de raisin en fait, qui Non, semble non. être levée. Ouais, Autour d'une épée? Non, mais ouais. est-ce Levée que autour c'est d'une une épée. plaque? Est-ce que c'est une plaque en bois? Est-ce Ah. que c'est Ah non, brodé c'est sur une les amulette vêtements? en Il or. est où? Ah non, c'est une amulette Ah, c'est en une or. amulette. Non, pardon. Ah bah, je la c'est prends, une belle je la prends. amulette en or, ouais. Un beau collier en or. La chaîne Je la est en prends. or et le médaillon est en or. Je la prends et je mets ça dans le sac. Je récupère la torche. Je regarde d'ailleurs au passage s'il n'y en aurait pas dans la cuisine, s'il n'y en aurait pas une Oui. autre. Tu trouves 2 torches dans la cuisine. Eh ben, comme j'en ai une à la main et la dague dans l'autre, les 2 torches vont aller rejoindre les 2 ganses qui sont de part et d'autre de mon sac. Et je vais chercher dans la cuisine une porte d'accès vers la cave. Eh bien, tu trouves effectivement de ces petites portes qui permettent de rejoindre les caves. Elle est d'ailleurs beaucoup plus modeste et plus petite que les autres. Il faut se baisser pour pouvoir rejoindre, et lorsque tu l'ouvres, une volée de marche descend dans l'obscurité. Mais tu entends des petits bruits de gouttes d'eau qui tombent sur le sol. Cette partie-là est particulièrement humide. Je serre ma dague dans mon poing, la torche de l'autre, et je descends prudemment les escaliers en faisant attention à ne pas glisser. Lorsque tu descends prudemment les escaliers, tu aperçois... déjà, tu sens une odeur d'humidité assez forte. Au bout de quelques marches, tes pieds entrent en contact avec l'eau. Tu te rends compte que cet escalier descend dans une partie complètement immergée. Jusqu'à quel niveau? Eh bien, l'escalier continue à s'enfoncer. Il te faudrait tout simplement passer sous l'eau pour rejoindre la partie du dessous. Et chose étrange encore, il y a une espèce de lumière verte qui éclaire le fond de l'eau, les profondeurs, de manière comme une pulsation. Je laisse mon sac à dos au sec. J'enfourne une torche dans ma ceinture dans l'espoir qu'elle me servira à quelque chose, une torche neuve. Et je regarde si je peux pas poser la torche quelque part. Ah non, c'est vraiment un tronçon avec juste un escalier qui descend en colimaçon et qui permet de rejoindre un espace inférieur mais qui semble complètement englouti. Raison pour laquelle l'eau monte à hauteur des marches. Ok. Je pose mon sac et je cale la torche allumée dessous. D'accord. De manière à ce que la partie qui brûle soit au-dessus de la marche suivante. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, que ce soit à l'abri de l'eau et la partie au sec. En fait, là tu as la marche d'escalier. Ici, tu as la marche du dessous. Mon idée, ce serait de mettre la torche comme ça. Voilà. Et de la bloquer avec mon sac pour qu'elle puisse brûler sans cramer le sac, sans tomber dans l'eau. Ouais, c'est clair? Ok. Ouais, je vois. Très bien. Sauf que je vais faire ça avec une des 2 torches neuves pour avoir plus de temps devant moi. La torche qui brûle actuellement, j'allume une torche neuve. Je jette la vieille dans la flotte. Je fais mon dispositif pour caler. La deuxième torche éteinte vient se caler dans ma ceinture. J'ai ma dague et je vais plonger. D'accord. Tu plonges dans cette eau saumâtre d'où émane cette étrange lueur verte qui semble pulser. Tu descends l'escalier. Ton souffle est court. L'escalier continue à faire encore un tour sur lui-même, puis un autre tour sur lui-même. Tu te demandes si ton souffle te permettra d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu renonces ou est-ce que tu veux te rapprocher encore? Il semblerait que tu sois arrivé en bas, puisque l'escalier semble s'interrompre et ouvrir sur une pièce. Je me dirige. Je m'entête. T'entêtes? Ok. Oui. Donc tu continues à descendre et effectivement tu arrives au niveau d'une cave complètement inondée.
Là, des étals se tiennent ici. Mais ce qui attire immédiatement ton regard, c'est une espèce de grosse pierre verte, assez large, qui fait de la taille d'une tête. Elle semble être enfichée dans une espèce de griffe métallique posée sur le sol au milieu de cette cave, et tout autour, effectivement, des bouteilles de vin sont entreposées là, immergées. Je remonte pour reprendre ma respiration. Effectivement, sans souci. Je prends un peu 1 minute ou 2 pour reprendre mon souffle, et maintenant que j'ai visualisé l'endroit où se trouvent les bouteilles, je plonge en tâchant d'aller vraiment directement jusqu'aux bouteilles. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à la pierre et à la griffe. Eh bien, tu arrives à hauteur de ces bouteilles, effectivement. Elles sont là, devant toi. Tu en tires l'une d'elles et tu vois qu'il s'agit effectivement de la célèbre cuvée du village de Sangrevigne. Les dates ne trompent pas. Et d'ailleurs, elles sont même issues du cépage de ton père. Combien puis-je en mettre dans mon sac raisonnablement, sans risque de les casser? 6 bouteilles. 6 bouteilles? Ouais. Je vais donc en prendre 5 D'accord. en faisant des allers-retours. Et dans la cuisine, je récupère, pour laisser de la place, pour pouvoir mettre des torchons, tout ça, pour éviter que les bouteilles s'entrechoquent et se cassent. Donc j'en prends une de moins, tant pis, mais D'accord. j'assure leur sécurité. Mon idée étant d'assurer leur sécurité dans la cuisine. Je vais d'ailleurs faire ça. Je vais d'ailleurs remonter dans la cuisine pour assurer la sécurité des bouteilles dans mon sac. Une fois que j'aurai fait les tu allers-retours. remontes dans la cuisine, entreposes tes bouteilles de manière à pouvoir les transporter avec la plus grande des sécurités. Et plutôt que d'en prendre 6, tu préfères en prendre 5, mais les transporter de manière sécurisée. Ton pactage est prêt, fichu de ces 5 bouteilles de Sangrevigne. Tu imagines à peine le trésor inestimable que tu as dans ta besace. S'il s'agit effectivement, et a priori ce semble être le cas, du célèbre breuvage dont parlent encore les vignerons des dizaines et des dizaines d'années après. Et évidemment, parce que je suis beaucoup trop curieux, je vais prendre n'importe quoi dans la cuisine qui puisse faire poids à la place de mon sac en cas de retraite. Voilà. Je veux que mon sac reste au niveau de la cuisine, là où je l'ai posé, il ne bouge plus. La torche, je ne sais pas ce qu'il m'en reste. Bon, il t'en reste la moitié là, à peu près. Ok. Je vais donc essayer de prendre n'importe quoi qui puisse caler à la place de mon sac la torche. Ouais. Replonger une dernière fois pour essayer de mettre les mains sur cette pierre verte, parce que tout le monde veut savoir ce que c'est. Eh bien, effectivement. Pipin, pas le palantir. Voilà, tu t'empares de cette pierre verte. Lorsque tu arrives à sa hauteur, elle est effectivement fascinante. L'espace d'un instant, tu en oublies même qu'il te faut de la respiration pour retourner d'où tu viens. Et tu sors de cette hypnotisation dans laquelle tu étais plongé en voyant cette lumière verte pulser à ton niveau pour finir par récupérer cette pierre et in extremis te sortir de cette cave immergée. Tu as en ta possession cette pierre verte qui émet une lueur verte de manière pulsante, de manière incessante, quasi hypnotique. Lorsque tu la regardes, sans comprendre véritablement pourquoi, il te semble qu'elle ait plus d'importance que les bouteilles de vin que tu transportes. Ton esprit te susurre même qu'il serait peut-être plus important encore de la ramener, elle, que ces liqueurs que tu as dans ton sac. Tu ne pourras pas transporter les deux. Elle est étonnamment lourde. Beaucoup plus que laisse présager sa forme. En tout cas, je la laisse remonter. Elle est grosse comment? Une tête, tu m'as dit? Ouais, en fait, un peu plus large qu'une tête. On pourrait dire une tête et demie. Une tête et demie d'homme. Et c'est une espèce de pierre brute taillée, tu sais, comme une espèce de pierre précieuse brute que l'on aurait extirpée. D'ailleurs, il y a encore de la roche fixée à son bas. Comme si on n'avait pas fini de l'extirper complètement et qu'on avait emporté une partie de la roche dans laquelle elle était fichue. Je vais
tenter d'allumer la torche avec laquelle... Elle éclaire bien cette pierre ? Ah, elle éclaire très bien. C'est une lumière verte pulsante qui ne cesse de... Voilà, à la manière d'un pouls, qui ne cesse d'éclairer et de plonger dans une atmosphère verte. Puis-je mettre mon sac sur mon dos et tenir la pierre dans mes mains ? Tu peux mettre ton sac sur ton dos et tenir la pierre dans tes mains. Je vais me servir de la pierre pour continuer à fouiller la maison rapidement. Mon idée, c'est de trouver la chambre du maître et espérer trouver un journal qui puisse éventuellement en parler. Une chose est sûre, si je n'ai pas de réponse, je ne partirai pas avec parce que je me dis que c'est peut-être la cause de la peste noire. Je me dis aussi que c'est peut-être le secret du vignoble. Donc, voilà, je veux chercher des traces. Mais si je ne sais pas, tant pis, je la laisserai là. Alors tu vas chercher ces traces-là. Lorsque tu entames ta recherche, tu te rends compte que le jour va poindre maintenant autour du manoir. Pour revenir, il te faudra du temps. Si le chemin se passe sans encombre, tu arriveras peut-être à l'heure du coq, qui est l'heure à laquelle, tout simplement, est censé arriver J'avais 3 jours, non ? Oui, tout à fait. Tu as raison. Je ne t'ai pas fait dormir, tu t'en sors bien. Je suis gentil. Donc, tu fais tes recherches. Et tu fouilles les bureaux. Tu vois que les pièces ont été mises sans dessus, dessous. Des pilleurs ont dû passer par là et récupérer quelque chose. D'autres ont eu moins de chance puisqu'on voit encore tout simplement leurs os dans quelques coins de la pièce. Tout est en désordre. Et dans un des bureaux, effectivement, voisin d'une chambre, tu trouves là, dans un tiroir, des carnets. Notamment un qui alerte ton attention, d'autres sont des données comptables, des données sur le manoir, sur les livraisons qu'on y fait, etc. Rien de bien intéressant, mais l'un d'eux attire ton attention parce qu'il porte tout simplement le nom de ton ancêtre dont on vantait les mérites de la recette. Il s'agit tout simplement d'un ouvrage Bringenborn, la recette de la cuvée. Bah alors, comment te dire que ça, voilà, déjà, ça va aller dans le sac si c'est possible. Eh bien, tout à fait. Tu comprends d'ailleurs, en parcourant cet ouvrage, qu'il est annoté au début que cela fait plusieurs jours qu'ils essayent d'obtenir la recette, mais que le Bringenborn en question reste silencieux. Mais que, à force de torture, ils ont enfin fini par tout simplement extirper les secrets de sa recette. Qui, pardon ? Eh bien, tout simplement, le Seigneur. Ah, d'accord. Tu vois qu'il y a un journal dans lequel il est marqué que plusieurs jours où il essaye d'obtenir de lui cette recette et qu'il s'y refuse et que sous la torture, il finit par céder et donner la recette de cette célèbre cuvée. Est-ce que la pierre rentre dans la composition de cette célèbre cuvée ? Pas du tout. Par contre, dans un journal, effectivement, qui est consigné du roi Van Rorke lui-même, le sans-tête, d'ailleurs, tu y vois que il prévoit tout simplement de rencontrer les grands de ce royaume et d'autres nobles de terre voisine et qu'il insiste beaucoup pour que ce vin soit à sa table parce que sans lui, il considère que les négociations sont plus difficiles. Ce vin est tellement bon qu'il aide à la négociation pour lui et dans ses recherches, tu vois que ces soldats ont fait la découverte d'une pierre étrange qu'ils ont ramenée et que le temps de l'étude, il a décidé tout simplement de la placer là, le temps de pouvoir faire venir un homme sachant qui puisse étudier cette pierre. Et qu'en attendant, il l'a entreposée dans sa cave. Mais pas plus d'infos. Si après, quand tu parcours l'ouvrage, mais il te faudrait prendre plus de temps pour entrer dans le détail, mais en lisant en diagonale, tu comprends qu'effectivement, quelques temps après, il signale les premières difficultés de santé pour lui.
pour sa fille, Ok. pour sa femme, pour son fils. Et tu comprends qu'ils sont souffreteux, qu'il fait venir de grands médecins, mais qu'aucun n'arrive à trouver le remède. Il s'en débarrasse de quelques-uns d'ailleurs. Il offre même récompense à qui pourra le soigner, et ceux qui échouent d'ailleurs sont pendus haut et court. Et tu comprends que c'est tout simplement la décadence des Van Rorke auquel tu assistes dans ce journal intime. Ok. Cette pierre, elle a l'air solide. Oui, très. Faudrait la détruire, mais... Écoute, elle va rester là. Elle va rester... D'accord. je vais la mettre en plan sur un lit. Ok. Je vais- Tu et essayes je de- me... Ouais. Et je vais repartir en fait. Parce que je veux bien, si je peux récupérer les carnets aussi qui expliquent tout ça, je les récupère. Tu récupères les carnets, tu récupères les recettes et tu vas pour remettre cette pierre. Au moment où tu Non, non, vas... Attends, Ouais. Pardon. Je la Ah, je laisse crois en que tu l'as plan là où laissée. je suis. Ouais, tu la laisses en Oui, plan, voilà. c'est-à-dire tu vas pour la laisser en plan, quoi. Au moment où tu vas déposer cette pierre, l'abandonner ici, l'espace d'un instant, une hésitation. Il t'est même difficile de l'abandonner ici, et tu te rends compte qu'il te faut même lutter contre ta volonté. Cette pierre est fascinante. Elle renferme sûrement un pouvoir important, un pouvoir étrange. Nombreux royaumes peut-être se déchireraient pour avoir une telle pierre. Quel pouvoir peut-elle renfermer? Peut-être de la richesse, peut-être de la réputation, peut-être bien plus encore. S'il a Quelle fait venir difficulté. ici... Ah ok, très bien. Alors, tu vas me faire un jet de... Sagesse. Ouais, sagesse, c'est plus la sagesse. Et on va dire difficulté. Comment tu résistes à ça? Ça va dépendre de ce que tu me dis. Je me convainc que, aussi attirant soit cet objet, c'est pour moi la source de la peste noire et de la chute du roi et de la gloire de ma famille. Mais Donc, non. Mais tu dis n'importe quoi. Je suis seul par laquelle la peste noire a pu être chassée. C'est moi qui ai fait de ce vin cette légende, qui ai fait courir sa réputation au travers des royaumes, qui fait que des empereurs mettraient genoux à terre pour en déguster une simple goutte. moi, j'ai pas vu ça, moi. Moi, j'ai vu que Aie à partir du moment où vous confiance êtes en arrivé, moi. tout le monde a commencé à s'entretuer et les gens qui vivaient ici, c'est un crapaud et une araignée. Pas chaud, moi. Pipin Bringenborn, veux-tu rester homme de basse condition toute ta vie durant? Ouais. Ça va. Les nobles, s'ils finissent comme ça, je suis pas intéressé. Merci. J'essaie de reposer la pierre. Combien il faut que je fasse d'ailleurs? 12. Tu fais 14. Je Parfait. repose la pierre et je la pose, je fais non merci. et je me barre à toutes jambes. Au moment où tu la poses, tu entends grommeler des insultes. On te traite de simple d'esprit, de stupide, d'homme sot. Et après, ce sont des borborines que tu ne comprends pas dans une langue que tu ne comprends pas, avec un ton pour le moins inquiétant. Mais tu as lâché la pierre. Je fuis à toutes jambes et je veux rentrer à ma maison. Tu fuis à toutes jambes et tu finiras par rejoindre, non sans quelques petits encombres, mais que l'aventure ne retiendra pas parce que les péripéties de ton retour sont beaucoup moins captivantes que celles de ton voyage pour aller à la rencontre de ces bouteilles de vin. Nous sommes à l'heure du coq. Tu es revenu chargé de ces bouteilles. Que dis-tu à ton père lorsque tu reviens? Ta mère est folle d'inquiétude. Elle te disait que... Elle se disait mais que tu avais disparu. Elle se demandait si tu n'avais pas été emporté, si tu n'avais pas été dévoré dans les bois. Elle te sermonne. Ton père, lui, te met une gifle. Je l'esquive. Ok. En faisant j'ai le vin. Tu sors les bouteilles. Je sors les bouteilles, je les lui montre. Je sors le calepin et la recette. Voilà, comme ça tu me laisseras peut-être tranquille maintenant et je pourrai faire ce que je veux de ma vie. Ton père n'en croit pas ses yeux. Il te regarde, songeur, dubitatif, incrédule. Il plonge ses yeux dans ceux de son épouse. Il revient vers toi. Une larme coule le long de sa joue. Il a le souffle court. Il te saisit dans ses bras.
À l'heure du coq, le goûteur se présente alors. Tous les autres vignerons sont très confiants. Vient le moment de goûter ton vin. Le goûteur d'ailleurs n'a pas été avare en compliments concernant les autres cuvées qu'il a pu déguster. Lorsque vient ton tour, les vignerons détournent le regard. Ça rit sous cape, ça plaisante. Certains osent même quelques jurons en disant que le palais de notre goûteur risque d'être bien esquinté en ayant goûté cette cuvée. C'est alors que une bouteille à l'étiquette complètement vermoulue est posée devant lui. Quelques vignerons froncent les sourcils, se demandant qu'est-ce que ça peut bien être que ce tour de passe-passe d'un Bringenborn. Le goûteur saisit alors le verre. Il en regarde d'abord la robe, la couleur. Il semble être captivé. Il boit et le silence s'empare des lieux. Un long moment. Jusqu'à ce qu'il finisse par se lever, reposant son verre, désignant les Bringenborn comme étant les meilleurs vignerons qu'il n'ait jamais goûtés par-delà le royaume. Tel que prévu, le roi respectera sa parole et vos terres vous seront cédées tel que prévu. C'est ainsi que finit notre aventure. À moins que tu veux faire quelque chose, monsieur Larue. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Je vais choisir la plus jolie colline, près du plus joli étang. Ah oui, c'est vrai. Pour répondre, pour tenir ma promesse. Et vraiment, je choisis une terre chouette. Voilà, j'essaie de trouver un endroit le plus lumineux, proche d'un petit étang, tout ça, pour planter amoureusement ce gland et voilà Eh bien, ma parole. C'est à l'ombre de ce chêne que notre ami Pipin Bringenborn racontera à ses enfants comment il a pu sauver tout simplement les vignes de Bringenborn et devenir ainsi le vigneron renommé par-delà tout le royaume qu'il est aujourd'hui. Merci. Merci à toi, monsieur Larue. Bon, écoute, techniquement, ça a été compliqué. J'ai essayé de raboter dans tous les sens. J'espère que ça s'est pas trop vu dans le scénar. Moi, ce que je kiffe, c'est que c'est pas la première fois que tu me fais ça. À quel point, juste, tu prends un donjon et à quel point tu mets une histoire intéressante autour, une atmosphère, une ambiance. T'as l'impression que si tu creusais, il y aurait toujours plein de trucs à apprendre. Donc, il y avait d'autres trucs à apprendre, mais bon, ça, c'est pas un one shot. Ça peut faire une petite campagne après, tu vois. Plusieurs scénarios. Mais c'est pas le but. Très chouette. En plus, on a parlé de Pinard. Donc, ouais. Bon, désolé pour ce problème technique, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Oh, le sang! Oh, le S! Ouais. Je vais essayer de régler ce problème de son là qui m'enquiquine là, parce que je l'entends dans mon casque effectivement que ça fait des allées et venues de temps en temps. Je sais pas d'où ça vient, il faudra que je regarde. Il y a notre ami Anoxar qui vient nous faire un petit raid. Salut le San, salut le S. On vient de terminer là à l'instant avec l'ami Zoran et je vais être presque grossier dans ma coupure parce qu'il faut que je retourne au travail. Je sais mon copain, c'est pour ça que je voulais pas traîner trop non plus. Mais voilà, non, mais on va nous-mêmes aller faire un petit raid. Et puis, tu connais la tradition. Je vais te laisser le mot de la presque fin. Tout ça, tiens, regarde, il y a Toons. Même pas à réfléchir plus longtemps que ça. Voilà. Toons, il va pas couper tout de suite en plus. Alors, raid. Voilà. Et tu connais la tradition, les amis. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment à écouter cette petite histoire. Je vous ai fait un perso, je me suis pas foulé quoi. J'aurais pu moi vous offrir un perso peut-être, mais vraiment là je suis un peu claqué. Il aurait fallu que je m'implique davantage en amont. Zoran, merci beaucoup. On ne te voit plus, mais on t'entend. C'est le mot. C'est pas grave. Voilà, je suis désolé pour ce problème technique qui nous a retardé. Voilà, donc j'ai essayé de resserrer après ce que j'avais en tête. J'espère que ça a été sympathique pour vous. Moi, c'était très sympathique. Voilà, j'aime beaucoup jouer avec Olivier Larue. Et puis, on se retrouvera de toute façon pour d'autres parties sur Ultima Verba, mais cette fois-ci sans les problèmes de son. Hein. On essaiera d'éviter ça. Avec plaisir. C'est quoi notre prochain jeu, tu sais ? Je sais pas ce qui est prévu dans les tuyaux, mais j'ai noté, donc je retrouverai ça facilement. Mais je sais qu'il y en a d'autres de prévus derrière. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à venir sur la table des coups cryptiques. On a un nouveau générique et puis on a des actual plays sympas qui vont arriver là. Et puis moi je te dis à très bientôt.
Et puis bonne chance Mais pour oui. ce soir, parce que je sais que tu vas bûcher. Donc accroche-toi, mon coco. Allez voir Zoran. Pourquoi je retrouve plus notre prochaine partie si c'est pas en novembre? Ah, Zoran, si. En décembre, le 18, nous jouerons à Into the Odd. Into the Odd, très bien. J'aime beaucoup Into the Odd. Et j'aime encore plus ce mythique Bastionland qui est la dernière mouture de cet auteur-là, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère que ce sera traduit en français un jour, parce que c'est vraiment phénoménal, ce jeu. J'en parlerai sur la chaîne d'ailleurs, je pense. C'est cool. Mais Into the Odd, écoute, très très bon aussi. Très très bon aussi. n'hésitez pas à aller rejoindre, vous avez le lien dans le chat, la table des coups cryptiques. Eh ben merci. Et merci beaucoup, Zoran. À très merci bientôt. à toi. À bientôt. Bisous, bisous. Les amis, c'était Shadow Dark avec Zoran. Nous nous retrouvons samedi pour une papote au sujet des règles avec l'ami Bruno et, nous l'espérons, Cyanophilos. Et voilà, ils ont une perception des règles assez contradictoire, assez différente. Donc ce sera intéressant d'en débattre tous les trois. Rendez-vous samedi 21h. D'ici là, faites-moi chauffer ces dés.